Avant de poser ma question, je voudrais dire que dans les centres qui mettent en place des protocoles de recherche clinique, il y a des soignants non médicaux, je le redis, qui sont chargés de l'application de ces protocoles dans des conditions assez exigeantes. Et on a dit tout à l'heure que souvent, les protocoles de recherche clinique sont, en tout cas pour les essais de phase 1-2, sont proposées comme des alternatives thérapeutiques et en tant que telles, elles font souvent partie des soins au quotidien à la charge des soignants que nous sommes, avec des difficultés des fois dans l'administration des médicaments en question, en pédiatrie notamment, où souvent les médicaments en essai de phase 1 ont des prises compliquées, avec des formes galéniques assez compliquées, et ce qui rend les soins des fois difficiles pour les soignants qui les administrent. Ça, c'est une petite parenthèse avant ma question. Votre question. Alors, ma question, je voudrais savoir, en fait, on a dit tout à l'heure que les patients qui sont traités dans le cadre d'un essai thérapeutique ont globalement plus de chances que ceux qui ne le sont pas, même si, dans des essais randomisés notamment, où j'ai entendu dire ça et j'ai lu quelque part aussi. Alors, ma question, elle est la suivante. Non, c'est pas de vous, monsieur le maire. Je l'ai entendu ailleurs. C'est pas de vous. Alors, ma question, c'est de savoir si le cadre de soins que nous offrent les protocoles d'essais cliniques est un standard de soins vers lesquels on devrait tendre, ou alors est-ce que le gap qui existe, parce qu'il existe un gap que nous constatons en situation de soins, ce gap qui existe entre les essais cliniques, donc entre la rigueur avec lesquelles les protocoles d'essais cliniques, en tout cas en cancéro, sont mis en place, et le traitement dit conventionnel, est-ce que ce gap fait partie de la conception des essais? Est-ce qu'on a besoin qu'il existe cette différence pour une certaine interprétabilité des résultats d'essais? Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense que, d'abord, je voudrais vous féliciter d'avoir pris la parole au nom des infirmières et des soignantes. Généralement, quand on présente les résultats d'une étude clinique, on remercie tous ceux qui ont participé et les équipes soignantes, parce qu'elles jouent un rôle considérable dans la prise en charge des patients. Alors, vous faites allusion aux différences qui existent entre les patients pris en charge dans l'étude clinique et ceux qui ne le sont pas, et vous laissez entendre que si on pouvait monter le niveau des soins dans les centres qui ne prennent pas, qui ne font pas d'études cliniques, on pourrait peut-être avoir une amélioration globale des résultats. Alors, pourquoi est-ce que les patients qui sont dans les essais cliniques ont de meilleurs résultats que les autres? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que quelquefois quand même, il y a, pour les essais randomisés, la moitié des malades qui bénéficient d'un traitement qui est meilleur. Bon, et évidemment, ceux qui ne sont pas entrés dans l'essai n'ont pas ce traitement meilleur. La deuxième raison, c'est effectivement la rigueur du protocole qui oblige à surveiller un certain nombre de paramètres cliniques ou biologiques et qui fait que les patients sont mieux surveillés. La troisième raison, c'est quand même aussi la nature des centres qui participent aux essais cliniques, qui voient généralement plus de malades, et on sait très bien en cancérologie que plus on voit de malades, plus on fait de chimiothérapie, plus on fait de radiothérapie, plus on a de chances d'avoir de bons résultats. Donc voilà, je pense que c'est une association des trois. Toujours est-il qu'il ne nous a pas échappé que dans les plans cancer, un des objectifs prioritaires, c'est d'augmenter le nombre de patients qui peuvent entrer dans les essais cliniques. Et donc le nombre de centres qui peuvent y participer. Et qui ont les moyens de le faire. Monsieur. Jean-Luc, tu as laissé entendre qu'il pouvait y avoir une différence entre le malade qui met beaucoup d'espoir dans sa participation à l'essai de phase 1 et le médecin qui sait ou croit que le bénéfice individuel n'existe pas ou n'a pratiquement aucune chance. Ma question est, serait-il éthique et conforme à la déclaration d'Helsinki, dans ses différentes versions, qu'un médecin cancérologue propose à un malade l'entrée dans un essai de phase 1 s'il est personnellement convaincu qu'il n'y aura aucun bénéfice à la clé? La réponse, c'est qu'évidemment, un médecin qui croit à un médicament, et en particulier qui croit à ce médicament en fonction des études précliniques sur les modèles de tumeurs, sur les modèles d'animaux, il va proposer le traitement avec l'idée que ça pourra rendre service à son patient, bien évidemment. Ma remarque était principalement sur le problème de l'escalade de dose, parce que c'est vrai que les malades qui sont traités au 10e de la dose dont on pense qu'elle va être efficace, ceux-là, c'est sûr qu'il y a un problème dans le cadre de l'essai phase 1. Mais voilà, pour le reste, oui, bien sûr, je ne pense pas que les médecins
qui font des essais de phase 1, et je suis d'accord avec vous, c'est dur de faire des essais de phase 1. C'est dur pour le malade, mais c'est aussi très dur pour l'équipe soignante, et y compris pour les médecins. Donc les médecins qui ont choisi de faire ça, ils le font, je pense, avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de foi. Merci d'avoir posé la question pour me donner l'occasion d'apporter cette précision. Dernière et ultime question, celle de François à Hervé. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ce que l'INSERM va demander donc à ses chercheurs, le questionnaire, là, enfin, destiné aux patients. On leur demande s'ils veulent être informés, mais s'ils ne veulent pas être informés, donc je poursuis, autant je comprends pour la génétique. J'ai peur que ce soit la génétique qui pollue un peu tout, parce que la génétique, ça implique la famille, c'est compliqué. Peut-être, ils ne peuvent pas vouloir savoir, je comprends très bien. Mais la maladie simple, celle que je connais moi, très simple, quoi. L'hypercalcémie, ça a été mentionné. Bon, on sait que l'hypercalcémie, c'est une épée de Damoclès, le patient peut mourir dans un quart d'heure. Fibrillation ventriculaire, on ne le rattrapera pas. Il dit, je ne veux pas être informé, et on trouve l'hypercalcémie, on ne va pas lui dire. Alors que la loi dit qu'il y a une obligation. Et depuis Claude Hurier, 1988, il y a une obligation de donner au patient toutes données de santé qu'il implique, il faut lui dire. Bon, il va mourir, le patient. Il a refusé, il va mourir, c'est de sa faute, mais la famille va porter plainte, forcément. Il va dire c'est incroyable, quoi. Ouais. Sauf s'ils perdent de chance. La réalité telle qu'elle apparaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un changement de paradigme dans la mesure où, jusqu'à maintenant, on avait la mise en évidence d'une anomalie biologique dans le contexte de la prise en charge d'un soin, puisque le patient venait avec une certaine plainte et que dans le contexte du soin, on découvrait quelque chose. Là, on est face à quelqu'un qui ne demande rien, qui accepte de participer à une étude, et dans le cadre de ce qu'on évoque, y compris l'hypercalcémie, c'est une découverte inattendue. Et donc, la question se pose là de savoir si nous sommes dans le contexte général d'une recherche avec les objectifs de sa recherche tels qu'aujourd'hui ils sont encadrés et approuvés dans le protocole de la recherche, ou si on passe à quelque chose d'autre qui met en balance, et c'est bien la question éthique, l'autonomie de l'individu, c'est-à-dire son droit de ne pas savoir, et de l'autre côté, l'encadrement que propose la société, qui est que non, on ne peut pas lui faire perdre de chance. Dans l'état actuel, tel que nous la voyons, de la législation ou de l'encadrement, l'affaire n'est pas tranchée. Vous voyez qu'en définitive, l'éthique est une affaire de questionnement. Je vous propose donc d'applaudir, bien entendu, les membres de cette table ronde.